Bonjour, on inaugure une nouvelle formule. Je vais régulièrement inviter des chercheurs de l'IRIS pour avoir un peu d'informations et d'éclairage sur la situation internationale. Et on commence cette nouvelle formule avec Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine. Alors, Christophe, bonjour. Euh, Bonjour. Élections en Bolivie, Luis Arce gagne les élections, aussi également des perspectives d'une victoire de la gauche en Équateur, l'Argentine qui est repassée. Est-ce que l'on peut dire qu'après la vague de droite qui a gagné les élections et un mouvement large de droite en Amérique latine, c'est le retour de la gauche? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le retour de la gauche en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que ça montre bien que le cycle politique en Amérique latine depuis ces dernières 5, 6 années, en fait, déjoue souvent tous les pronostics, qu'il est surtout assez indéterminé, assez ouvert et que ce qui souffle dans la région, c'est plutôt à chaque fois, disons, un vent qui sanctionne les sortants, qui sanctionne les partis qui sont au pouvoir, parce que dans toutes les sociétés latino-américaines, on remarque avant toute chose un très très haut niveau de défiance par rapport aux partis politiques, au Et gouvernement, quelle que aux soit la institutions. couleur politique alors? Quelle que soit la couleur politique, on voit bien que c'est souvent ça qui est sanctionné. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la séquence où on est, eh bien, effectivement, il y a quand même un frémissement progressiste, on va dire, en Amérique latine, avec finalement la restauration démocratique en Bolivie, qui laisse entendre que l'année dernière, en 2019, le MAS et Evo Morales l'auraient emporté normalement. Ce qui se passe en Bolivie, ce qui se passe effectivement en Argentine, ce qui peut arriver en Équateur en février 2021, où Monsieur Arros va porter les couleurs du coréisme de Rafael Correa, et il peut l'emporter selon les enquêtes aujourd'hui. C'est un candidat sérieux à la victoire. Donc on voit bien qu'en Amérique latine aujourd'hui, ce qu'on sanctionne, c'est des gouvernements qui n'ont pas réussi à régler les solutions économiques, les problèmes sociaux, disons, qui sont arrivés avant la pandémie de Covid-19. Et ça disons, sanctionne la droite qui a pris le pouvoir depuis 2015-2016. Et puis, il y a encore une deuxième sanction aujourd'hui qui va avec et qui est encore plus forte, c'est évidemment l'incurie de la gestion de la pandémie de Covid-19 qui semble coûter cher au gouvernement en place. Et lorsqu'ils sont de droite, eh bien, effectivement, ça ouvre la porte à un retour des progressistes ou des gouvernements, disons, de gauche ou de centre-gauche. Mais il semblerait pourtant que cette mauvaise gestion n'atteint pas la popularité de Bolsonaro. Son modèle Trump a perdu et lui semble toujours être en position relativement solide, malgré, entre autres, une crise du Covid-19 qui a durement frappé le Brésil. Oui, c'est tout à fait juste et il faudrait beaucoup de temps pour un peu expliquer ça, mais il faut comprendre que Bolsonaro a joué une stratégie assez maligne, puisque finalement, il a rompu un peu avec l'électorat qu'il avait élu président en 2018. Je pense à l'électorat urbain, qualifié, classe moyenne, et qui était très anti-gauche, très anti-Parti des travailleurs, qui avait voté pour lui, et il les a un peu délaissés parce que ces dernières ont trouvé sa gestion à juste titre calamiteuse en refusant le confinement, etc. Mais en revanche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tournant plus populaire, plus de l'intérieur du Brésil, dans l'intérieur du pays, auprès des populations plutôt très populaires, voire pauvres, à qui il a finalement proposé une relation de clientélisme renouvelée en leur donnant une allocation et leur permettant de ne pas se confiner pour aller exercer leur métier dans le secteur informel en particulier. Et il a cette base-là, finalement, qui était plutôt celle qui était une base de Lula aussi dans le nord du pays, aujourd'hui a rejoint Bolsonaro. Et donc, il y a une recomposition finalement dans ce qu'est le bolsonarisme qui est très intéressante à l'aune du Covid. Et ça ne profite pas à la gauche non plus, effectivement, puisque là, pour le coup, la gauche aujourd'hui, et là, on enregistre juste après les élections municipales, le premier tour des élections municipales qui ont eu lieu le 15 novembre au Brésil, eh bien, ces élections sanctionnent Bolsonaro justement dans les grandes villes, Sao Paulo, Rio, etc., ce que je viens de dire avant. En revanche, Bolsonaro ne s'effondre pas dans l'intérieur du pays où les partis ou les gens qui sont autour de lui font des scores tout à fait importants. Par contre, la gauche, elle, reste à son étiage bas aujourd'hui au Brésil. Donc, c'est pour ça que le Brésil invalide un peu cette idée qu'il y aurait une poussée des gauches désormais de nouveau en Amérique latine. C'est plus Et puis alors, complexe. il y a une autre situation qui est quand même baroque, c'est le Pérou qui vient de connaître trois présidents de la République en moins d'une semaine.
Oui, 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 c'est affolant. Alors, évidemment, le Pérou, hélas, est habitué à ce genre de convulsions. Rappelons que c'est un pays où il y a déjà eu 4 présidents destitués au XXe siècle, depuis Fujimori en 2000 ou M. Kuczynski en 2018, qui a été destitué et qui donc avait laissé la place à son vice-président Martin Vizcarra, lequel, le 9 novembre, a été destitué par le Congrès. Bon, là, pour le dire d'une manière assez simple, on est vraiment dans une espèce de huis clos des élites politiques, du Congrès. C'est une révolution de palais, ce sont des règlements de compte byzantins au sein d'une classe politique largement corrompue. Rappelons que la moitié des parlementaires du Congrès sont dans des enquêtes de corruption, tout simplement. Et donc, Vizcarra, qui est quelqu'un qui finalement s'est rendu compte de l'insoutenabilité du système qu'il présidait, avait décidé d'assainir un petit peu la vie politique, avait décidé d'organiser des élections anticipées début 2021 pour renouveler un petit peu ce Congrès. Et c'est ça que ne lui a pas pardonné le Congrès, puisqu'ils ont voulu le destituer pour prendre le contrôle du tribunal constitutionnel, pour en changer les règles et limiter finalement les mesures qu'avait pris Vizcarra contre la corruption. Et c'est ça le fond de l'affaire. Donc c'est quelque chose qui est complètement déconnecté, disons, du pays réel. Il y a une fracture au Pérou entre le système officiel, on va dire, et puis le pays réel, avec un système politique qui est vraiment assez pourri, pour le dire de manière un peu familière. Et donc, on a des règlements de compte vraiment byzantins, et ça crée une instabilité qui ouvre des scénarios aujourd'hui assez inconnus. Alors, aujourd'hui, il y a de nouveau un nouveau président, il s'appelle Francisco Sagasti. Il a été finalement, il a fait l'accord au sein du Congrès parce que lui n'a pas participé à la destitution de M. Vizcarra, justement, et c'est un président de transition qui doit amener de toute façon le Pérou vers de nouvelles élections, parce qu'il n'y a plus de solution autre que le retour aux urnes pour les Péruviens, sans quoi on pourrait aller vers disons une décomposition de ce Congrès qui peut amener à des scénarios assez dangereux, même peut-être avec éventuellement une reprise en main des militaires. On n'en est pas là. Enfin, en tout cas, c'est ou les urnes ou une décomposition irréversible de ce Congrès pourri, quoi, tout simplement, et très corrompu. Ok, merci Christophe pour cet éclairage sur les évolutions politiques multiples et contradictoires en Amérique latine. Merci.